Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir comme invité Thomas Leonetti, donc le PDG de l'agence Apollo. Donc, bonjour Thomas. Salut Olivier. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, oui, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Thomas Leonetti, j'ai 29 ans, bientôt 30, hein, je vais bientôt faire partie du club des trentenaires. Voilà, donc je vis à Strasbourg, mais je suis originaire du sud de la France, je suis originaire de Corse. Voilà, à part ça, je baigne dans le référencement depuis 7 ans, 7-8 ans maintenant. J'ai commencé, on va dire, entre guillemets, ma carrière professionnelle dans des agences avant de prendre mon indépendance en 2015 en tant qu'auto-entrepreneur puis en tant que gérant de l'agence Apollo. Voilà, et puis j'adore tout ce qui est, les gens me connaissent un peu sur Twitter sous le pseudo Yaki SEO. J'aime tout ce qui est culture, sciences humaines, etc., qui tourne autour du référencement. J'ai écrit un livre qui s'appelle Google Nation et qui est sorti en novembre dernier. Je suis en train d'écrire le deuxième qui s'appelle Algocratie et qui va tourner toujours autour des moteurs de recherche et des algorithmes. Donc voilà, ma passion c'est le référencement, mais je suis aussi intéressé par des domaines et des disciplines connexes, comme les algorithmes, les moteurs de recherche, mais dans leur partie, j'allais dire, sciences humaines. Et je suis aussi passionné de tout ce qui est culture. Vous pouvez voir tous les livres qui sont derrière moi. Donc voilà. D'accord. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Alors, peut-être c'est bizarre, mais pourquoi avoir appelé ton agence Apollo? Peut-être un petit clin d'œil donc à la navette spatiale américaine Apollo 13, peut-être? Ouais, tout à fait. En fait, si tu veux, je suis passionné depuis des années par tout ce qui est astronomie, astrophysique. Voilà, je bouffe des livres. Alors pour ceux qui connaissent de Jean-Pierre Luminet, notamment, qui est un spécialiste de l'astrophysique en France, et de Brian Greene, qui est spécialiste de l'astrophysique aux États-Unis. Et donc voilà, j'ai toujours baigné dans cet univers, voilà, télescope, étoiles, espace, etc. Et donc j'ai voulu appeler Apollo. Alors Apollo, peut-être pas forcément pour Apollo 13 parce qu'ils ont eu pas mal de soucis, mais en même temps, comme tu le sais, hein, on le voit dans le film, ils ont des soucis, mais ils arrivent à s'en sortir en bidouillant, etc. Et c'est un peu cet esprit que je retrouve dans le référencement, c'est-à-dire qu'on arrive, même si on a des problématiques assez complexes, à trouver toujours des portes de sortie ou des issues de secours qui vont nous permettre potentiellement de découvrir quelque chose après. Donc tout ça fait que voilà, j'ai appelé l'agence Apollo depuis quelques mois. D'accord, ouais, c'est une bonne explication. C'est vrai que je pensais qu'il y avait un rapprochement, donc tu me le confirmes très bien. Donc, Tout à fait. impeccable. Donc, alors, l'UX est une tendance en SEO cette année. Ouais. Alors, pourquoi est-il important d'avoir un site optimisé UX? À quels éléments faut-il faire attention? Alors, au-delà de l'UX, souvent, notamment moi, hein, j'ai fait des articles sur l'UX et le SEO. J'ai envie de dire, il faut même partager entre UX, ergonomie et référencement. Si tu veux, dans le référencement naturel, aujourd'hui, on a toutes les bases, toutes les balises, l'optimisation des titles, l'architecture des URL, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est aussi l'UX, c'est-à-dire comment mon internaute va naviguer et va bien naviguer sur le site internet, que ce soit desktop ou que ce soit mobile. Pour moi, c'est l'émergence du mobile qui a entraîné avec lui l'émergence de l'UX en compagnie du SEO et notamment suite à la mise à jour du 21 avril 2015 Mobile Guédon, entre guillemets. Mais pour tout ce qui est ergonomie, l'ergonomie, j'allais dire, c'est à la fois sur le mobile mais aussi sur le desktop, c'est comment on va faire pour que l'utilisateur se repère bien, vite, et qu'il arrive du point A au point B, qui est sur un site pour moi, par de la page d'accueil pour arriver potentiellement à une conversion, que ce soit une conversion chiffrée, un achat, ou que ce soit une génération de leads. Donc si tu veux, aujourd'hui, je mettrai pas, enfin, je mettrai l'UX et l'ergonomie dans le même sac, mais il faut les différencier quand même. Mais je pense que l'UX, avec l'avènement du mobile first, a quand même, voilà, a quand même amené beaucoup de notions qui sont en lien avec le référencement. Et je pense personnellement qu'au bout d'un moment, Google, selon Google Analytics, va prendre en compte les données d'affect qu'on a, c'est-à-dire la durée de visite, les pages par session, le taux de rebond, et qui va vraiment, avec cette propension qu'il a à partir vers l'UX, à les prendre en compte de manière beaucoup plus exponentielle dans l'algorithme et dans les facteurs de ranking. D'accord. J'allais en... Pardon? Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Donc, j'allais y venir, mais quels sont les problèmes, défis les plus fréquents en UX sur le mobile, en fait, par rapport à AMP, les versions mobiles pour un site e-commerce, par exemple?
Bah, en fait, si tu veux, y a plein de problématiques. Alors, on l'a vu, alors je l'ai suivi un petit peu, même si j'étais pas aux conférences SEO Camp, j'ai vu qu'il y avait une conférence sur l'index Mobile First. Virginie Clèves est une spécialiste de l'AMP, donc on voit qu'il y a plein de problématiques qui sont euh, pas forcément directement liées à des fondamentaux du SEO, mais qui connectent avec le référencement et qui connectent également avec l'UX. Et si tu veux, aujourd'hui, pour moi, en mobile, tout ce qui est AMP, c'est extrêmement important, mais pour autant, on n'en est qu'à un point, j'allais dire un instant T de l'état de l'art, c'est-à-dire qu'on ne sait pas définitivement tout sur l'AMP. Pour l'index Mobile First, c'est pareil, on sait que c'est en chemin, on sait que Google tâtonne sur le mobile, etc. Mais ce qu'on sait fondamentalement, et ça c'est Google Analytics qui nous le dit et différentes études, c'est qu'on se dirige beaucoup plus vers d'une navigation sur mobile et ou sur tablette que sur desktop. Et du coup, je pense qu'au bout d'un moment, on va devoir, nous, référenceurs, faire du mobile first aussi, c'est-à-dire penser mobile en premier, et potentiellement le desktop sera là pour amener des informations complémentaires, etc., mais pas forcément pour être la première source de support. Moi, je l'ai bien remarqué quand je faisais du référencement pour les applications. Typiquement, le référencement pour les applications, il y a une vraie différence entre un site desktop et une application. Une application, elle est là pour répondre à un besoin qui est rapidement exprimé par l'être humain et qui se retrouve sur une application qu'on peut avoir tout de suite sur notre téléphone. Le site desktop, on est potentiellement à la maison ou dans un bar ou dans un café, etc. Et on consulte et on lit. Donc, si tu veux, l'UX aujourd'hui, elle est valable à la fois pour les sites desktop, mais surtout pour le mobile, avec l'avènement de l'AMP et de l'index Mobile First, et également pour les applications. Si tu veux, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on fasse une petite translation, nous, les référenceurs, entre le desktop, le pur desktop, les fondamentaux, les PBN, etc., tout ce qu'on a vu pendant la SEO Camp, et faire une légère translation pour étudier de plus en plus l'UX, l'ergonomie sur le mobile, comment on fait pour bien faire un site mobile. Et on voit avec l'index Mobile First qu'au-delà du dynamic serving et des URL, etc., et des codes sources différents peut-être sur desktop ou sur mobile, il va prendre en compte toute une partie qui est UX. Et dans l'UX, il y a encore des champs qui sont la web performance, le temps de chargement, etc. Donc, tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte dans l'UX aujourd'hui, notamment quand on pense Mobile First. D'accord, merci. Alors, une autre question. Ouais. Comment évaluer et analyser le comportement et l'engagement des utilisateurs? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, quelles métriques aussi il faudra prendre en compte? Quelles sont ces métriques et quels outils peuvent nous aider à le faire directement? Alors, en fait, si tu veux, il y a quelques mois, j'avais donné une conférence dans un IUT sur le user profile et tout ce qui est Google Analytics. Si tu veux, aujourd'hui, bon, Google Analytics, on a les formations Google, mais en gros, on connaît, allez, pour les gens qui connaissent très, 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 très bien Analytics, ils savent quand même quasiment toute la partie émergée de cet outil. Par contre, les clients, par exemple, ils connaissent 15 à 20% de la partie émergée de Google Analytics. Aujourd'hui, il est fondamentalement important de comprendre ton profil utilisateur. Et typiquement, moi, je travaillais avec un site qui s'occupait, enfin, qui faisait du jeu de belote et de la coinche. Et au départ, si tu veux, leur cible principale, leur cœur de cible, c'était les personnes qui ont plus de 55-65 ans, qui ont entre 55 et 65 ans, qui habitaient dans le rural, et qui naviguaient sur tablette. Voilà, c'était à peu près ce qu'ils voulaient, parce que c'était de la belote, de la coinche, du rami. Donc des jeux qui potentiellement, selon eux, étaient plus joués par des personnes qui étaient un peu plus âgées. Et en fait, on s'est rendu compte sur Google Analytics que, c'était les 18-24 ans qui jouaient, ou les 24-35 ans, sur desktop, en rentrant à la maison et dans des zones périurbaines. Donc, du coup, on n'était pas du tout sur le même cœur de cible. Et donc, on doit adapter son message. Et si tu veux, aujourd'hui, moi, les outils que j'utilise, bon, c'est assez simple, mais il y a les cartes de chaleur. Typiquement, j'ai utilisé Hotjar, j'ai utilisé Beampulse, mais j'utilise aujourd'hui Yandex Metrica, puisque Yandex Metrica permet gratuitement d'avoir des replays de visite, des éléments de carte de chaleur. Ça nous aide énormément pour savoir, par exemple, quand on lance une V2, de voir si les ajustements d'ergonomie marchent bien. Et bien évidemment, Google Analytics, mais on pourrait aller sur Xiti, sur Xiti également, notamment pour analyser les newsletters, comment on interagit avec les newsletters, etc. Donc, si tu veux, pour moi, les trois gros outils que j'utilise, c'est Xiti, Google Analytics et Yandex Metrica. Et ça, si tu veux, ça me donne un point de vue macroscopique et microscopique sur les utilisateurs de mon site et pour les comprendre beaucoup mieux et pourquoi pas pour créer ce qu'on appelle des personas. Et les personas, si en plus on y ajoute des outils SEO comme SEO Quantum qui est en bêta et qui est super bien, par exemple, on peut faire un persona SEO, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il tape, à quel moment,
Est-ce qu'il navigue plutôt est-ce qu'il navigue plutôt l'après-midi, le matin? Est-ce qu'il vient de l'organique? Et s'il vient de l'organique, voilà, comment il navigue ensuite en arrivant sur le site? Quelles sont ses pages d'atterrissage? Donc, tu vois, il y a plein de choses à voir. Et je pense que c'est là où on voit les points de convergence entre l'ergonomie, l'UX et le référencement. D'accord, je te remercie. Alors maintenant, comment le contenu vidéo peut venir aider ou améliorer l'UX? Quel est son rôle donc, dans l'UX et le SEO? Alors, pour moi, le contenu vidéo, alors, c'est pas un contenu à la mode parce que YouTube existe depuis des années, Vimeo également, etc. Mais pour moi, si tu veux, le référencement vidéo avec les nouveaux ajustements d'algorithme de YouTube, je suis complètement conscient, si tu veux, que là, on a une chose à aller creuser. C'est-à-dire, le référencement vidéo, c'est ce que je disais au tout début du référencement d'appli. Le référencement d'appli, c'est un peu back to basics, quoi. On met des mots-clés, on peut en mettre une densité qui est vraiment énorme et on se retrouve toujours à passer en première position devant un concurrent qui a mis moins de mots-clés. Il n'y a pas du tout cette notion, enfin, il n'y a pas encore cette notion de sémantique sur le référencement d'appli, mais typiquement, le référencement vidéo, il faut y aller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, YouTube, c'est un outil Google. On peut faire des optimisations sémantiques de manière bien back to basics, voire même un peu lourde sur les descriptions et les tags. Mais surtout, au-delà de ça, c'est qu'une vidéo présente 100 fois mieux que ce qu'on pourrait écrire. Et si tu veux, par exemple, pour des projets que j'essaie de me dire, ben voilà, on pourrait faire une vidéo animée, on pourrait faire du motion design, on pourrait expliquer votre concept, monsieur le client, avec une vidéo de 30 secondes, de 40 secondes. Et au-delà de ça, je reprends toujours l'idée de Moz, qui me paraît être une bonne idée pour les Whiteboard Friday. Alors, je ne sais plus s'ils le font encore, parce que je n'ai pas vu depuis pas mal de temps. Mais typiquement, ils faisaient une vidéo, ils postaient sur le site de Moz et ils faisaient une transcription après. Et du coup, la transcription écrite permet aussi de porter une sémantique et porter du contenu. Donc, du coup, pour moi, le référencement vidéo, mais allez-y et prenez le temps, potentiellement, vous, en tant que client, alors vous, côté client, d'étudier, par exemple, les outils, les appareils photo, etc., que vous pouvez prendre avec un petit trépied pour vous filmer, pour faire des tutos, et potentiellement, nous, les référenceurs, et on le voit avec Laurent Bourrelli, avec Thomas Cubel, qui font aussi des vidéos. Moi, je me dis, la vidéo est quand même un vecteur très important quand il s'agit de faire de la pédagogie autour du référencement ou de lancer quelque chose. Typiquement, là, le bootcamp SEO de Laurent Bourrelli, ben voilà, il y a une vidéo derrière. On amène quelque chose, on amène une valeur ajoutée. Et si tu veux, pour moi, le référencement vidéo, c'est très important pour les années à venir. Je pense que c'est l'un des chemins qu'on va devoir emprunter dès aujourd'hui et pour le futur du référencement. Merci. Alors, la dernière question de cette interview, ouais. Est-ce qu'au plus grand des hasards, est-ce que tu utilises le SEMrush au sein de ton agence? Oui. Alors, par le plus grand des hasards, non, mais je l'utilise depuis très longtemps. Enfin, depuis très longtemps. Je l'utilise depuis 4-5 ans. Et effectivement, en fait, voilà, sans vouloir vous jeter des fleurs non plus, mais si tu veux, moi, j'aime bien les paliers de nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire que voilà, sur SEMrush, à une certaine fréquence et à une certaine régularité, on a des nouveaux outils qui nous permettent d'ouvrir notre champ de compétences SEO, notamment par exemple pour des audits. Ou par exemple, quand j'ai des clients au téléphone, très souvent quand j'ai des clients au téléphone, je suis dans SEMrush. Et je lui fais des captures d'écran et je lui envoie par exemple si je suis sur Skype, etc. Donc du coup, alors bien évidemment, il y a un panel d'outils de référencement aujourd'hui qui est énorme. Mais bon, la base de la base, c'est SEMrush. Donc du coup, voilà, capture d'écran au téléphone avec un client sur Skype, par mail, etc. Alors après, il faut toujours faire attention parce que ce sont des données. Après, il faut les affiner. Je pense toujours que sur un outil, il faut passer de la data à la compétence et à la connaissance. Et du coup, si on reste que sur les data fixes et envoyer ça au client et dire, voilà, tiens, il y a des données SEMrush, débrouille-toi. Non, il faut qu'on regarde ce que nous dit SEMrush, qu'on l'analyse et qu'on transforme cette donnée, cette data en connaissance et en compétence. Merci Thomas. Mais je t'en prie. Je te remercie donc pour cette interview. Je te souhaite une excellente journée et merci, à bientôt lors des événements en France. Ça marche. À très bientôt. Salut. Au revoir. Ciao, ciao.